sur la waiting list, au moment où tu lances, il y a combien de personnes ? On a un peu moins de 30 000 personnes, 25 000 personnes. C'est costaud, ouais. Le danger, et ce qu'on fait pas mal de startup studios qui n'existent plus aujourd'hui, c'est de commencer à faire des produits alors que les cofondateurs n'étaient pas là. Une entreprise, c'est pas un produit, c'est d'abord et avant tout une équipe. Tu vois, t'avances par briques. Et donc, tu vois, on a commencé avec un produit, tu vois, le MacBook, une offre très simplifiée pour justement être focus et apprendre notre métier. Et tu vois, en fait, t'as des ressources limitées quand tu commences en start-up. Donc, tu sais ce que c'est, quoi. Il faut être très focus pour bien nailer, tu vois, bien maîtriser ce que tu fais. Aujourd'hui, on n'est même pas le plus gros salaire de notre équipe. Je suis à 45 000 euros par an. On a des salaires évidemment bien plus élevés pour les techs, par exemple. Donc, le faire pour l'argent, sachant que ta chance d'exit est quand même très fine. J'ai des amis qui gagnent beaucoup mieux leur vie en ayant continué sur le parcours un peu classique. Ouais, classique. Bon, moi, c'est quelque chose auquel je crois pas du tout. C'est vous pensez à une feature, vous en faites un Figma, puis vous allez montrer la feature à des utilisateurs. C'est impossible que vous ayez un avis, un retour des utilisateurs qui ait du sens. Alors, 2020, on se dit, OK, on va se lancer là-dedans avec Andrea. La première chose qu'on fait, c'est aussi de trouver notre troisième associé, qui est notre CTO, parce que c'est un produit tech. Andrea, il a quel rôle dans la boîte ? Il est CEO. Ok. Moi, je suis présidente et CMO, et Fabien est CTO. C'est quoi la différence entre CEO et présidente ? CEO, c'est plus opérationnellement le dirigeant. Présidente, c'est plus officiellement le dirigeant. Ah, c'est marrant, je l'ai pas beaucoup vu en France. Je le vois aux US, ça, Ouais. mais pas beaucoup en France. On a eu l'idée en même temps, on s'est divisé les rôles vraiment Ok. Sur un coup de tête, une après-midi, tu veux faire quoi, c'est ça. Ouais, tu veux faire quoi, c'est ça ? Ok. Je vais être président. Ok, ça marche. Donc, Vous constituez l'équipe. non, pas du tout. Pour constituer une équipe, il faut Pardon, de l'argent. l'équipe cofondatrice. Ah oui, cofondatrice, évidemment. Donc là, on se dit, est-ce que tu es prêt à pas te payer et tout pendant longtemps et tout, parce qu'on va serrer les dents. Et ensuite, on commence à aller voir les investisseurs. Les investisseurs, parce que c'est un projet qui va demander Direct. beaucoup tout de suite, évidemment. T'as rien, vous avez rien. On n'a rien. Des On a recherches, un peu quoi. pété. Et qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Bah rien, du coup, évidemment. Je sais pas, peut-être. Il y a des gens qui ont rien, il se passe quelque chose. Quand t'as pas de track record, quand c'est ta première entreprise, quand en plus tu vas t'attaquer à un secteur qui a, lui, beaucoup d'argent, des énormes barrières à l'entrée, et que tu y vas avec l'angle écolo, Pour boire. ouais, je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de répondants en face. Ok. Donc, on a des réponses en mode Mademoiselle, ce serait beau, mais l'écologie, c'est une mode. Ouais. Ou non, mais enfin, pourquoi vous, tu vois, genre, enfin, l'acquisition, c'est monstrueux, ça coûte très très cher. Construire un modèle bancaire, c'est au-delà de l'argent, c'est réglementairement un enfer sur Terre. Et donc, très, très rapidement, on se rend compte qu'on va clairement pas être aidé. On se prend porte sur porte, claque sur claque. C'est très compliqué. Il y a le Covid en même temps. Bref, c'est pas une époque très heureuse. Et on se dit qu'il faut qu'on devienne une évidence. Et pour ça, il faut qu'on commence à créer notre communauté. C'est-à-dire que la logique est très simple. Si c'est le rêve de 3 personnes, ça compte pas. On est invisible, inaudible. Si ça commence à être le rêve de 10, 100, 1000, 10 000, 20 000 personnes, là on commence à être incontournable. Donc, très simplement, tu prends ta plume, tu ouvres un réseau social, celui sur lequel tu es le plus à l'aise. Et toi Et tu commences. Moi, c'était LinkedIn. LinkedIn, t'as commencé par LinkedIn, ok. J'aime bien l'écriture, j'aime pas trop. Enfin, tout ce qui est vidéo, poster tous les jours et tout, c'est plus difficile pour moi. Et sur LinkedIn, le post commence. Ça, c'est le problème. C'est pas normal. Voici la solution qu'on est en train de créer. Inscrivez-vous. Ouais. Voilà, liste d'attente. Fameux framework PAS. Vraiment très simple. Et là, 100, 1000, 10 000. Tu postes 20 000 tous personnes. les jours ? Ah non, pas du tout. Non, je poste une fois tous les, je sais pas, 2 semaines. À l'époque, une fois toutes les 2 semaines ? Ouais, même plus, 2020. 4 semaines et tout, ouais. Ok. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une très grosse appétence du marché. On se rend compte qu'on est un projet qui est très attendu et on est un projet qui est très soutenu. Et là, tu vas voir les investisseurs. Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences à poster 6 mois. Donc 6 mois, tu fais que poster. À côté, j'imagine que tu commences quand même à concrétiser un peu le truc. C'est ça. Tu commences à construire des choses ou... On ne fait pas que poster, on fait en sorte d'avoir plusieurs canaux d'acquisition de leads, donc en fait de créer cette communauté. C'est aussi beaucoup de rencontres, enfin bref, tu parles de ton idée à tout le monde, c'est de voir quelles portes s'ouvrent et tout. T'as une page, une waiting list pour aller chercher, sortir les abonnés de LinkedIn et les mettre quelque part dans un petit réservoir en disant... T'as un site internet, à ce moment-là donc, tu cliques, tu laisses ton nom, ton prénom, ton adresse mail, très simple. Okay. Et nous, on les nourrit en plus avec une newsletter où on dit on a fait ça et tout. On leur raconte tout. On est 100% transparent. Donc building public. Vraiment. La galère, c'est ça. Ok, on va être en retard de 6 mois. Ok, en fait, on va être en retard de 1 an.
ok, en fait, c'est 2 ans et demi notre retard. Enfin, vraiment. Et pourquoi ? Parce que à chaque fois on soulève un tapis, il y a encore plus de poussière, c'est encore plus crade, c'est encore plus carboné qu'on ne le pensait. C'est incroyable et tout. Enfin, vraiment, on est très clairement arrivé très... je ne sais pas si naïf, c'est le bon mot, mais en tout cas... j'ai l'impression de pouvoir... Je ne suis pas mère, mais j'ai l'impression de pouvoir faire le parallèle un peu avec quand tu deviens parent. J'ai l'impression que les parents ne sont pas du tout au courant de ce qui les attend. Je pense à peu près ça l'entrepreneuriat. Et c'est normal, c'est tant mieux. Ne sois pas au courant de ce qui t'attend parce que ça va être très difficile. Donc, on constitue cette communauté, on construit tout notre public. En parallèle, on revient voir des personnes qui ont un peu d'argent, qui s'appellent les business angels, qui croient en nos valeurs. On en trouve des gens complètement fous pour être avec nous. De nouveaux ou d'anciens qui avaient dit non ? Non, des nouveaux. Des nouveaux, ok. Et c'est une poignée. Hein. Et à ce moment-là, donc, on constitue la première équipe. Et là, pareil, on a 1 an et demi de construction et tout, on change de partenaire. Enfin bref. Tu lèves combien de temps, combien d'euros premier round ? On lève 300 000 euros en equity et ensuite on ouvre un BSAR. Donc en tout, on a levé 600 000 euros sur le premier round. 600 000 premier round, tu commences à construire l'équipe. En parallèle, exactement. Est-ce que tu as des agréments, des choses à passer ? Oui, évidemment. C'est quoi l'agrément ? T'as différents agréments, mais en gros, nous, on est agent prestataire de paiement. Ok. Voilà, donc ça a été aussi une longue histoire. Mais on reviendra plus tard. On reviendra plus tard, en effet. Ouais. C'est ce qui fait que tu peux pas utiliser n'importe quel terme quand tu parles de Green Got. Aujourd'hui, toi, tu parles de quoi ? D'un compte bancaire, c'est ça ? J'ai dit compte de paiement. Compte de paiement, j'ai dit compte bancaire. Non, tu peux pas trop dire compte bancaire. Donc c'est compte de paiement. Tout ce qui est banque, t'as pas le droit. Non. Voilà. T'es pas une banque parce que tu peux pas prêter de l'argent. T'as pas l'agrément pour. Je suis pas établissement de crédit. T'as pas un bilan pour faire un crédit. Ouais. Exactement. Ok. Tu sais tout ? Non, mais j'ai bouquiné un peu. Ok. Donc, on lève des fonds, on construit le produit. Ça prend tellement de temps parce que tout est... Bref, beaucoup de portes, beaucoup de déceptions et tout, beaucoup de rebondissements. Et finalement, on lance le 20 juin 2022, donc ce sera bientôt notre date anniversaire. Et là, raz-de-marée. Il y avait tellement... En fait, la taille de l'équipe n'était pas sizée pour pouvoir onboarder amortir tout ça, ouais. 5000 personnes en une journée, par exemple. Combien t'as... Je sais pas si tu peux communiquer les chiffres, d'ailleurs. Sur la waiting list, au moment où tu le lances, il y a combien de personnes ? On a un peu moins de 30 000 personnes, 25 000 personnes. C'est costaud, ouais. Et tu sais c'est quel est le taux de conversion des gens que tu arrives à convertir le jour du lancement ? Alors, le jour du lancement, en fait, justement, on a mis une énorme barrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que tu trouves un code. Ah. On a fait une chasse au trésor. Pourquoi ? Pour limiter, en fait. On ne pouvait pas prendre le risque d'avoir, imagine... Non, mais... Exactement, mais on purpose, vraiment, hein, parce que 5000 personnes qui ouvrent un compte, si, je sais pas, il y a un bug même sur 10% des gens, 500 personnes à gérer sur un customer care où on est 5, tu vois. Au niveau de la compliance aussi, derrière, il y a une validation qui est humaine, c'est légal, c'est réglementaire. Donc, c'était, je pense, le meilleur moyen de casser ton expérience client, de casser toute ta valeur, ta marque et tout en une journée. Et de créer beaucoup de déceptions. Donc on a préféré créer de la frustration en amont. En plus de ça, évidemment, ça a fait qu'on a beaucoup parlé de nous. T'as un effet qui se coule, forcément. T'as de la déception, les gens en parlent et ça te fait quand même de la visibilité. Exactement. Donc on a été vraiment l'objet de désirabilité sur un compte bancaire, un compte de paiement. C'était assez incroyable. Ouais, mais il est sympa. Des personnes avaient des codes et tout. Il y en a une, elle a essayé 120 codes, 120 fois le code. On a eu la première minute, plus de 2000 tentatives de connexion. La première minute, c'est fou sur un compte. Est-ce que tu ferais ça, tu vois, Non, je ferais pas ça. Désolé. Donc on a eu énormément d'engouement et on a lancé il y a pas longtemps donc notre assurance vie, notre premier produit d'investissement. Et pareil, on a eu un engouement qui était monstrueux avec un nombre d'assurances vie. Pour te donner un petit peu un ordre de grandeur, notre partenaire avec qui on fait l'assurance vie, qui est Generali, quand on a commencé à travailler avec eux, on aura fait un prévisionnel, un business plan. Et avec quelques dizaines de milliers d'assurances vie ouvertes sur l'année, ils nous ont dit, alors là, pas du tout, franchement, impossible. Vous nous divisez ça par 5. En nombre d'assurances vie ouvertes ? Ouais, en prévisionnel. J'ai rien dit, vous ne ferez jamais ça. On a fait ce qu'on avait prévu de faire en 1 an, on l'a fait en 2 mois. Ok. Voilà. Et pas le diviser par 5, l'original. Donc ça, le pouvoir de la communauté est absolument incroyable. Et justement, ton sujet, c'est le produit. Le pouvoir de notre communauté aussi, et de comment on l'organise pour être sûr que chaque produit qu'on développe a son go-to-market, a son product market fit. C'est fondamental pour nous. Ça dérisque énormément tout ce qui va être gestion de projet et tout. Et en plus de ça, ça nous permet d'être sûr d'avoir une adoption
très rapide et une désirabilité parce qu'autour, évidemment, on fait toujours un beau lancement en communication, en marketing et tout. Et tout ça, en fait, c'est avec des listes d'attente qui nous permettent, nous, d'avoir un véritable entonnoir, donc de toujours gérer l'expérience utilisateur et en même temps de savoir quelle est l'appétence. Est-ce qu'il faut qu'on... Là, on va sortir les comptes joints, par exemple. C'était quelque chose de très demandé. Il y a plus de 25 000 personnes aussi sur la liste d'attente, contrairement à d'autres features où il y a plus, je sais pas, 5 000 ou 7 000 et du coup qui sont peut-être un peu derrière dans les priorités. Parlons-en. Ouais, qu'est-ce qu'on fait hyper cool comme transition. Donc, en effet, ce que je comprends, c'est que tu as un levier énorme, c'est cette audience ou communauté. Je sais pas comment tu l'appelles, il y a toujours un peu ce distinction entre les deux. Toi, j'ai l'impression en effet que c'est communautaire dans le sens où est-ce qu'il y a de l'échange entre les gens? On fait des pots et tout. Ouais, donc il y a vraiment. C'est vrai que j'ai entendu ou lu quelque part qu'il y a une soirée où tu es arrivé, il y avait beaucoup de monde et tu t'y attendais pas en physique. J'ai plein de questions. La première, c'est, tu vois, donc on se disait un petit peu au début de l'épisode, il y a des produits à mission, et là où je trouve que le tien est vraiment une super illustration de ça, c'est que toi, tu vas vouloir servir une cause avec ton produit, quand d'autres vont vouloir servir une opportunité marché, ils ont envie de se faire de l'argent en tant qu'entrepreneur, donc voilà, l'ascenseur social, enfin il y a plein de raisons. Mais toi, tu as quand même un truc de... Tu es quand même en train de réinventer un produit qui est un produit qui est vieux comme le monde, l'usage du compte de paiement, pas bancaire. Il y a des boîtes comme Conto qui ont voulu revoir justement l'expérience historique qui était un peu archaïque chez les vieilles banques, les banques traditionnelles. Toi, est-ce que aujourd'hui tu pilotes cette boîte en te disant écoute, moi le sujet c'est la mission, ou est-ce que tu es aussi en train de travailler sur l'expérience qui peut être un argument, tu vois, auprès de tes utilisateurs en disant Green-God, c'est à la fois ce produit qui me sert à investir pour la bonne cause, mais aussi un truc qui est vachement plus rapide, vachement plus friendly, avec une huile dingue. Comment tu vois le truc? Je pense que la grosse malédiction aujourd'hui des produits ou des projets éthiques, écolos et tout ça, c'est que justement ils ne mettent aucune énergie, soit par manque de moyens, soit par justement... Par motivation un peu bizarre de il faut pas marketing, il faut pas que ce soit design, il faut que tu souffres. Il y a un côté un peu flagellation et il faut que tu souffres quand c'est l'écologie. Moi, je milite vraiment sur l'extrême. Moi, je pense qu'au contraire, mon rêve demain, ça serait que les gens viennent chez Green-God parce que c'est le meilleur produit sur le marché et qu'ils oublient même que ça soit écolo. Je te prends l'exemple de Veja. Veja, rarement, ils communiquent... Oui. Rarement, ils communiquent sur tout ce qu'ils font en écologie, tout ce qu'ils font sur leur chaîne de valeur et tout, alors qu'ils sont, pour le coup, très exemplaires là-dessus. Mais pourquoi tu viens chez Veja? Avant tout pour le style, avant tout parce que c'est la mode et tout ça. Green-God, nous, depuis le départ, on a voulu un produit qui soit désirable. En aucun cas, on a voulu un produit, il fallait que tu envoies une lettre parce que, je sais pas, ça économise... un peu d'électricité ou je ne sais quoi et tout. Non, c'était très important de faire en sorte qu'on atteigne plus que ce petit noyau de personnes très écolos qui sont déjà très loin dans leur transition, qui ont des toilettes sèches et qui élèvent des chèvres dans leur sac. Nous, l'idée, c'est d'être mass market parce que nous, on aura un réel impact parce qu'on aimerait peser en termes de 1, 2, vraiment des pourcentages sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Parce que la finance a cette magie incroyable, c'est qu'elle peut avoir un impact au-delà de nos frontières. Donc on peut avoir un impact bien supérieur à celui de la France. Donc pour ça, pour attirer les gens, pour les garder, il faut que ça soit cool. Ouais. Et on milite pour une écologie joyeuse. On milite pour qu'au contraire, ça soit désirable. Moi, je pourrais en parler des heures sur la communication. Moi, tout mon enjeu, c'est de faire en sorte que tu viennes pas par devoir, mais que tu viennes par envie. Que tu viennes pas par bâton, mais par carotte. Et donc, c'est très important pour nous, pour un produit écolo, d'avoir un même niveau de standard en termes de features, en termes d'innovation, en termes d'expérience, en termes de UI, tout, que les autres applis bancaires, évidemment. Tu parlais de la communauté tout à l'heure, donc j'imagine que c'est hyper utile d'avoir un accès direct à des utilisateurs parce qu'ils sont engagés pour faire évoluer ton produit. Avant, comment ça se passe, tu vois, de l'idée au produit et maintenant dans votre développement produit? Est-ce que vous avez des routines de dialogue, tu vois, fréquentes avec vos utilisateurs, soit des moments particuliers parce que vous lancez quelque chose, vous voulez tester les features, ou alors juste parce que vous faites ce qu'on appelle la discovery continue, la découverte continue auprès de vos utilisateurs, parce que vous voulez continuer à vous nourrir d'eux pour savoir ce qu'il y a à améliorer. Comment ça se passe dans le concret, dans tes équipes? Il y a beaucoup de choses. Le cœur de tout ça, c'est le service client, qui est dirigé par Adèle,
qui fait un travail absolument incroyable. Donc, qui va vraiment rassembler tous les retours utilisateurs parce que nos utilisateurs, notre communauté nous parle énormément. Elle nous parle pour nous dire bonjour le lundi matin. Elle nous parle pour nous envoyer des photos de ses vacances. Via l'appli ou via mail? Instagram, chat, mail, tout. Okay. Franchement, on est vraiment très, très multi-point avec eux. Vous collectez ça ou comment ça se passe? Tu collectes un peu tout ça ou c'est vraiment un peu, pour l'instant, ça sort de partout et vous faites comme vous pouvez? Alors, on collecte pas, mais en revanche, on fait en sorte de faire un suivi. C'est-à-dire que si une personne va nous remonter par exemple un bug ou une idée et qu'on la met en place et qu'on le résout, on met toujours un tag et un rappel pour lui renvoyer un message et lui dire ça y est, c'est fait, ou merci, on a pris en compte ton feedback et on a mis ça en place. Donc là, tu as un wow effect qui est assez monstrueux à chaque fois. Et comme beaucoup de gens participent, beaucoup de gens se wow effect. Tu as aussi une roadmap publique. C'est-à-dire qu'on a un Trello, je sais jamais comment dire. Trello. Ouais. Où il y a tout ce qui a été fait en termes de features, tout ce qui est actuellement dans le backlog, tout ce qui est à faire. Tu peux voter. Tu peux t'inscrire sur les listes d'attente à ce moment-là, donc faire grossir, donc faire monter. Et tu peux aussi ajouter des commentaires pour mettre toutes tes idées de features qui manquent. Ça, c'est extrêmement participatif, c'est parfaitement à jour. Tous les jours, on regarde, tous les jours, on fait les remontées et tout. Donc, tu as ça. Tu as ensuite les listes d'attente. Les listes d'attente, quand tu t'y inscris, tu as des nouvelles du développement du produit. C'est pas vraiment très régulier, c'est vraiment quand il y a une nouvelle annoncée, mais tu es au courant de tout. Et ensuite, tu as ces pots, donc où on rencontre les utilisateurs, où on les invite à prendre une bière avec nous. Donc là, évidemment, je peux te dire qu'on a énormément de retours à ce moment-là, en mode « putain, ça c'est trop cool, ça j'ai vu ça, je sais pas, chez Conto et tout, ça serait génial, ça, est-ce que vous allez faire ça » Enfin bref, c'est beaucoup de ça. Toute l'équipe dans ces pots pour pouvoir prendre des retours ou vous êtes que quelques-uns? Il y a une grosse partie de l'équipe. Après, on est très remote comme équipe, donc il y a certaines personnes qui quelquefois sont là ou quelquefois sont chez elles avec leurs enfants. Et le but de ces pots, c'est d'améliorer le produit ou juste d'engager ta communauté et de pouvoir les voir? Au-delà d'engager même, c'est de les remercier. C'est de les remercier parce que ce rêve qui est complètement fou et cette ambition qu'on nous a beaucoup reproché, on m'a beaucoup dit toute ma vie que j'étais beaucoup trop ambitieuse. Je pense que c'est tout l'inverse d'un défaut, au contraire. C'est grâce à eux. C'est vraiment le fait que ce soit devenu leur rêve, leur projet. Et ils nous donnent un tel niveau d'amour et de support dans un moment où quand même le projet qu'on est en train de faire est très difficile. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. C'est pour ça que quand tu me dis des entrepreneurs qui font ça pour l'argent, pour tout ça, franchement, je vois pas comment est-ce que tu tiens 5 ans au départ sans te payer, parce qu'en tout cas, nous, ça a été notre réalité, on s'est pas payé pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, on n'est même pas le plus gros salaire de notre équipe, je suis à 45 000 euros par an. On a des salaires évidemment bien plus élevés pour les techs, par exemple. Donc, le faire pour l'argent, sachant que ta chance d'exit est quand même très fine. J'ai des amis qui gagnent beaucoup mieux leur vie en ayant continué sur le parcours un peu classique. Ouais, classique. Ouais. Je pense que ça dépend du. Bon, on va pas faire débat sur ce point-là, mais je pense que ça dépend du type de boîte que tu montes aussi. Toi, tu montes une boîte qui est ambitieuse, qui est dure à monter. T'as le bootstrap, t'as des choses qui sont beaucoup plus simples et tout. Et voilà. J'ai des amis aussi comme service, ça et tout. Tu vois. Mais ça reste difficile pour tout le monde. Ouais, non, mais même si ton produit crache vite et tout, ça reste difficile pour tout le monde. Et donc moi, je pense que je suis pas assez motivée par l'argent pour pouvoir perdurer dans le temps pour ça. Donc il faut une mission qui soit un peu plus, qui me tienne plus à cœur. En l'occurrence, avoir un impact positif sur le monde, je vois pas ce qu'il y a de mieux, en tout cas de plus fort pour moi. Donc oui, on est en perpétuelle discovery avec notre communauté. On fait faire quelques workshops aussi, quelquefois quand on a des features ou des pages. Par exemple, on a un impact board, c'est-à-dire qu'on a une page où tu vois tout ton impact. Ça, c'est jamais vu, c'est nulle part. Comment est-ce qu'on l'organise, qu'est-ce qu'on fait, tout, c'est toujours en perpétuel mouvement et chantier. Donc on a beaucoup de workshops. Tu me parles de ça 2 secondes, c'est quoi l'impact board? Alors, donc nous, notre application, ça se présente comme une home où tu vois tous tes comptes, un onglet carte où tu vois ta carte, un onglet compte où tu revois tous tes comptes, tu peux ouvrir ton assurance vie, tes tirelires, ton compte joint et tout. Et le dernier onglet, c'est l'onglet impact. Donc ça veut dire qu'est-ce que ton argent, en étant chez Gringot, a permis de faire, très concrètement. Okay, et donc là, c'est les tonnes de CO2 évitées, mais c'est aussi les tonnes de plastique ramassées, c'est aussi les kilos, les mégawatts produits en énergie renouvelable qui ont permis de remplacer du charbon. C'est dans ce pays-là, on a fait ça, avec ce monsieur, on a fait ça, dans cette ferme-là, en France, on a fait ça. Enfin bref, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de métriques, il y a beaucoup de KPI. Comment est-ce qu'on les présente? Comment est-ce qu'on fait pour que ça vive? Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes puissent retenir au moins 1 ou 2 choses pour en parler à leurs amis? Enfin, bref, c'est un très long chantier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et tu sais qu'il faut toujours
le faire le plus simple possible. Donc voilà, on est toujours en échange avec notre communauté là-dessus. Mais oui, donc il y a des canaux directs via le mail de Customer Care et tous les messages. Il y a une plateforme plus participative, par exemple avec Trello. Il y a tout ce qui va être vraiment entrer dans le cœur avec les listes d'attente. Et il y a plus ponctuellement donc des pots où on parle en direct avec nos membres, et c'est souvent les membres les plus engagés d'ailleurs qui viennent, quoique on a aussi des gens qui ne sont même pas clients chez Green Dot qui viennent juste pour apprendre à nous connaître et voir s'ils deviennent clients. Bon, ils viennent souvent clients après. Et après, on a des choses encore plus focus en termes de workshop avec nos utilisateurs. Hyper intéressant. On a fait un beau petit tour de comment vous vous organisez sur le produit. Pour compléter ça, aujourd'hui, en juin 2024, l'équipe produit tech ressemble à quoi ? Si tu peux nous en parler un petit peu. Alors, l'équipe tech, elle ressemble à un CTO qui a beaucoup de tech sous lui. C'est-à-dire, combien de personnes ? On a 11-12 personnes. Ouais. Et on a un designer. Ok. Pas de product manager, juste designer ? Basta così. Basta così. Ouais. Ok. C'est tout. Pourquoi ce choix ? Tu as une idée ? Alors, on va chercher un product manager, évidemment, mais c'est des personnes c'est des métiers, des postes qui coûtent très très cher. Et il te faut quelqu'un, enfin il y a vraiment une vraie step entre quelqu'un de peu expérimenté et tout, et quelqu'un qui va être une rockstar, notamment en fintech. Donc aujourd'hui, on est encore sur des produits où c'est plus la simplicité qui va nous driver et tout. Mais quand on aura plusieurs produits d'investissement, plusieurs comptes qui vont cohabiter et coexister ensemble, je pense qu'à ce moment-là, on fera entrer vraiment quelqu'un qui, et on l'espère, amènera une nouvelle vision de l'UX, et qui fera vraiment les choses différemment et proposera quelque chose de très différent et nouveau, comme on n'a jamais vu ailleurs, ni chez Revolut, ni chez Trade Republic et tout. Mais aujourd'hui, là, on est plus en mode vraiment bataillon, quoi, vraiment équipe de combat pour délivrer très rapidement des choses, parce qu'on a une communauté qui attend beaucoup de choses et tout est long, en tout cas trop long selon moi. Tu nous en parles de ça ? C'est quoi les prochains gros sujets sur lesquels vous bossez ? Compte commun en juillet. C'est quoi compte commun pour les gens qui sont en couple, mariés, en coloc, ce que tu veux. Si tu veux un compte avec plusieurs cartes. D'accord. Ça fait plus d'un an et demi. C'est techniquement dur à sortir ? Ouais, tout est long. Ouais. Pourquoi ? Mais t'as tellement de edge case. Tu te rends pas compte. Et un exemple par exemple de edge case et si la deuxième personne churn et que l'autre personne ferme son compte et l'éjecte, tu vois. Enfin, t'as plein de choses, c'est presque exponentiel. Et l'autre chose qui va sortir là, c'est l'assurance vie, mais découplée. Ça veut dire que tu n'auras pas à avoir un compte courant Green Dot pour avoir l'assurance vie. Aujourd'hui, l'assurance vie est accessible que si tu as un compte courant. C'est une question que je me suis posée en téléchargeant l'app, parce que j'ai commencé à ouvrir, je me suis dit mais il faut que j'ouvre un compte, et je vois qu'il y a l'assurance vie, c'est pas mal, est-ce que j'ouvre les deux et tout, donc très bon point. Écoute, tu vois. Donc l'assurance vie, parce qu'en fait on se rend compte que c'est extrêmement demandé, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir leur argent, que c'est vraiment quelque chose qui est, en termes d'éducation financière, qui est en train de se développer en France, et beaucoup de personnes qui, évidemment, de ta génération, de ma génération, enfin on est de la même génération et des générations d'après, qui veulent des performances, mais qui veulent pas non plus que leur argent finance un truc qui est pas en adéquation avec leurs valeurs. C'est-à-dire qu'elles veulent pouvoir se regarder dans le miroir, elles veulent pouvoir dire à leurs enfants qu'elles ont fait un truc, et qu'elles sont pas en train de détruire l'eau, la terre, l'air, tout ça. Hyper clair. Un petit détour sur les sujets de modèle économique et de pricing. Ouais. Donc le modèle, j'imagine que c'est un abonnement. Chaque mois, vos utilisateurs, clients, payent 6 € par mois. 6 € par mois. Ça, c'est pour le compte de paiement. J'ai du mal avec ce terme. Je pense pas que la SAPR nous écoute, mais s'ils nous écoutent, en effet, il faut dire compte de paiement. Ok, compte de paiement. C'est 6 € ce compte de paiement. C'est 6 € par mois, oui. L'assurance vie, c'est le même modèle ? L'assurance vie, non, on est sur... Donc l'assurance vie, il n'y a pas de frais ni d'entrée ni de sortie. Ça, c'est offert, c'est gratuit. L'assurance vie, nous, on prend un frais sur les assets under management, c'est-à-dire sur le montant que tu vas placer sur l'assurance vie, que tu vas investir. Okay. On est en tout là à 1,6% par an. Pour te donner un ordre de grandeur, dans une banque traditionnelle, en plus d'avoir des frais d'entrée, donc un pourcentage sur ce que tu mets à l'entrée, un pourcentage sur ce que tu vas prendre à la sortie, c'est en moyenne 3,5% d'asset under management, de frais de gestion. Donc, on est moins cher. Pourquoi ? Pourquoi c'est si peu cher ? Parce qu'on a
pas envie de détrousser les gens on est là pour prendre juste ce qu'il nous faut, pour un jour être rentable, payer les salaires, avoir un business model sain et viable. Mais on n'est pas là pour prendre plus que ce qu'il nous faut. Et je pense que c'est pas du tout c'est pas vivable, c'est pas pérenne, ni même pour les grosses banques actuellement. Et elles sont en train de se faire chahuter méchamment par des petits acteurs comme nous qui sont en train de leur dire mais ça n'a aucun sens de faire tout ça. Au contraire, c'est même quelquefois un peu malhonnête. Comment vous avez déterminé ce pricing ? Est-ce que tu l'as fait un peu, allez, on lance et on verra et on augmentera s'il faut, etc. Ou est-ce qu'il y a eu une étude un peu plus détaillée pour le déterminer ? Alors oui, évidemment, il faut que tu sois pas trop loin du benchmark. Donc d'autres acteurs, par exemple digital sur l'assurance vie. Après, encore une fois, il y a aussi une approche très bottom-up qui est de savoir la taille de l'équipe, c'est ça. Aujourd'hui, notre besoin en fonds de roulement, notre besoin de liquidité, c'est ça par mois, ça par an. Où est le bon équilibre ? Tu l'as fait par l'approche des coûts, du coup, plutôt. Ouais. Et du marché, évidemment, pour pas être hors sol. Ouais. Il n'y a pas eu d'études, tu vois, il y a plein de possibilités de créer des pricing. T'as pas été t'embêter là-dessus au début Non, on se prend pas trop la tête là-dessus. Moi, il y a un truc sur lequel je me suis toujours questionné, j'ai pas vraiment eu de réponse chez Exa, c'est t'as plein d'idées, vous avez plein d'idées dans l'équipe. Dans une startup, tu vois, les idées souvent viennent parce que t'as un job, tu vis des problèmes un peu comme toi quand t'étais chez Fotolia et que tu vivais plein de problèmes sur tout ce que t'as pu construire après sur le future of work. Comment ça se passe chez Exa maintenant qu'il y a plein de verticales, qu'il faut plein d'idées, des trucs qui vont marcher, d'autres non, et comment ça se concrétise ensuite en produit? Si tu veux bien nous faire un peu le étape après étape en macro. Écoute, chez Exa maintenant, on se repose sur des associés on essaie d'avoir un parcours commun, une manière de fonctionner qui est la même, mais chacun vient avec sa manière de fonctionner sur comment trouver les idées, sur comment transformer des idées en produits, etc. Donc, je vais te parler un peu peut-être de comment ça se passait chez eFounders, et je vais te parler aussi, et je vais commencer par ça, sur quel système on a mis en place. Donc nous, déjà, pour qu'une idée existe et qu'une idée arrive, il faut qu'elle soit validée. Et pour qu'une idée soit validée, on a fait un petit comité où tu dois présenter une note qui va définir. Moi, je pense qu'une idée, c'est 3 choses. Une idée d'entreprise, c'est une problématique ou une opportunité que tu as identifiée. Okay, c'est une solution, souvent software que tu vas apporter pour pouvoir répondre à cette opportunité ou résoudre ce problème. Et une go-to-market stratégie sur comment tu vas amener ce problème, comment tu vas l'amener vers des clients. Parfois, tu as l'opportunité et la solution. Par exemple, moi, je sais comment on pourrait réinventer Salesforce, mais j'ai aucune idée, vu la place que prend Salesforce, sur comment adresser le marché. Donc, c'est hyper important d'avoir ces 3 choses. Et nous, on le transcrit en, généralement, une note Notion qui définit l'opportunité et la go-to-market stratégie, et un wireframe. Okay, et j'essaye d'imposer qu'on ait ça, pour pas qu'on parte sur des pseudo-idées, un wireframe qui va définir les 15 écrans qui vont matérialiser la solution. Parce que parfois, on a l'impression d'avoir une solution à un problème dans sa tête, mais quand on essaie de la dessiner, comme souvent, on se rend compte qu'il n'y a rien, en fait, que c'est juste de la fumée. Donc, en vérité, nous, on commence tout le temps avec une note très claire qui définit la problématique, l'opportunité et la manière dont on va l'amener sur le marché, et des wireframes. Et souvent, j'essaie d'être le gardien du temple pour qu'on ne commence pas à pitcher les idées à des entrepreneurs qui viennent nous voir sans avoir ça. Alors que c'est tentant. Parfois, on a une petite idée qu'on a eue la semaine d'avant, on a commencé un peu à itérer dessus dans sa tête, etc. Puis il y a des gens, on rencontre tout le temps les entrepreneurs, donc on commence à faire passer l'idée. Puis finalement, l'entrepreneur arrive sur une idée qui est pas assez scopée. Du coup, on repart sur une phase itérative de brainstorming qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, on se remet exactement dans la situation organique de création d'une boîte qui est justement ce sur quoi on se bat. Et la problématique qu'on résout, c'est d'aller plus vite, de se mettre directement le pied à l'étrier et de commencer directement à construire le produit. Si on repart sur une phase itérative de brainstorming, ça fonctionne pas. Donc je dirais que aujourd'hui, moi, mon taf, c'est de moins être impliqué dans les produits
Et ça me manque très 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 fort. Et c'est pour ça, par ailleurs, on en reparlera, que je fais des petites choses à côté pour pouvoir compenser pour pallier ce gros manque. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est de m'associer, de trouver les bons partenaires, de trouver les bonnes personnes qui vont être capables d'arriver avec des idées de boîte, ce qui n'est pas toujours évident, hein, et de convaincre des fondateurs de partir sur ces idées, ce qui est non plus pas si facile, mais qui a été notre job pendant 12 ans, et de faire en sorte qu'ils respectent un minimum, et ça non plus c'est vraiment pas facile, la contrainte, et notamment cette contrainte de ne jamais commencer un projet sans avoir une idée scopée, et ne jamais commencer non plus sans avoir identifié les cofondateurs. Le danger, et ce qu'on fait pas mal de startup studios qui n'existent plus aujourd'hui, c'est de commencer à faire des produits alors que les cofondateurs n'étaient pas là. Une entreprise, c'est pas un produit, c'est d'abord et avant tout une équipe. Donc il y a pas mal de startup studios qui, avec des grosses teams, avec pas mal de développeurs, etc., ont construit des MVP. Au bout de 9 mois, ils se rendent compte qu'il y a un des MVP qu'ils ont construit qui marche plutôt bien, qui a de l'attraction. Et à ce moment-là, ils cherchent à constituer une équipe. C'est trop tard. Les vrais entrepreneurs, ils veulent être là au temps zéro, à l'inception, au moment où ça se crée. Donc, il y a 2 choses que j'essaie de faire, qu'on scope les idées avant de les pitcher aux entrepreneurs, et qu'on ne commence pas un projet avant d'avoir un fondateur tech et un fondateur tech ou un fondateur business qui soit onboardé sur le projet. Donc, vous avez ce doc et ces wireframes avant que les équipes débarquent sur l'idée, sur le projet. Exactement. Donc, en fait, l'idée, elle est juste matérialisée. On est encore au stade de l'idée. Mais vous avez, il y a personne avant ça, en fait. Donc, les idées viennent de vous, en fait. Les idées viennent de nous. Front et Aircall, par exemple, quand on a pitché à Olivier, quand on a pitché à Mathilde les idées, on avait un wireframe qui décrivait le produit. Honnêtement, quand on regarde les wireframes de l'époque, ça ressemble très, 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 très fort à ceux auxquels ressemble le projet aujourd'hui, quoi. Donc, évidemment, les projets évoluent, les projets se différencient, mais en substance, ils restent la plupart du temps les mêmes, quoi. Est-ce qu'ils sont publics, ces wireframes et ces petites pages de l'époque ? Oui, bien sûr. On avait préparé un livre pour les 10 ans de Defenders énorme en rassemblant tout, et finalement, on a fait énormément de boulot, et on n'a pas fait le dernier mot qui nous restait pour pouvoir le publier, mais on a tout ça quelque part. Il faudra qu'on le rende public. Si tu l'as, moi, je suis chaud. Je vais les mettre en description d'épisode. Je te partagerai. Ouais, c'est excellent. Tu demanderas, je sais pas qui, parce que ça n'arrive plus là. Bref, ça n'arrive plus. Elle est en congé maternité. Elle nous manque beaucoup, mais je te les enverrai. Ça marche. Au niveau du produit, moi je fais en sorte aussi, il y a des choses auxquelles je crois. Alors on ne croit pas tous aux mêmes choses, hein, mais par exemple, je pense l'importance des wireframes, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée, dès qu'on veut avancer sur une nouvelle feature, etc., de repartir sur des wireframes et de faire en sorte de repartir sur des wireframes low fidelity plutôt que sur du high fidelity. Avec comment ça s'appelle, Figma. Aujourd'hui, on a notre comment on appelle ça, notre design, notre système. Ouais, notre design système établi. Il est tentant à chaque fois d'utiliser le design system pour pouvoir penser l'évolution du produit. Et ça, par exemple, j'essaie un peu de me battre contre. Pourquoi ? Parce que ça ne fait intervenir que les designers. Et on est beaucoup trop loin, et il y a que le designer qui peut manipuler le design system, alors que quand on repart au wireframe, ça peut permettre aux gens du business, aux gens du produit, aux gens du design, aux développeurs de collaborer ensemble. Et donc par exemple, je me bats pour le fait qu'on utilise encore des wireframes low fidelity et qu'on revienne tout le temps à ça. Je me bats aussi pour qu'on suive tout le temps un process qui est demander l'avis des utilisateurs, se confronter à leurs problèmes, ne pas leur montrer les solutions, développer des wireframes, faire une hypothèse sur le produit, la développer, puis après tester, plutôt que de faire des allers-retours sur des Figma. C'est très tentant, hein, et honnêtement, moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. C'est vous pensez à une feature, vous en faites un Figma, puis vous allez montrer la feature à des utilisateurs. C'est impossible que vous ayez un avis, un retour des utilisateurs qui ait du sens. Il va au pire dire c'est pas ça dont j'ai besoin, et au mieux vous dire ah oui, ça ressemble à ce que j'ai aimé, mais sauf qu'il pourra pas le tester, quoi. T'as pas un feedback qui t'aide à avancer Non, t'as pas. Pour parler de mon marteau, c'est vraiment, et je pense que c'est très important, et il y a pas beaucoup de choses que j'ai envie de chez Exa. On a vocation, pendant les 9 premiers mois d'accompagnement, de faire avec, et pendant les 9 mois qui suivent, de transmettre un ADN. Et sur le produit, l'ADN le plus fort que j'ai envie de transmettre,
c'est cette notion de mettez dans les mains des utilisateurs un vrai produit et pas un prototype parce que vous n'allez pas avoir les bons retours. Et je parle souvent de cette histoire de marteau. Donc si vous voyez quelqu'un en train de taper un clou avec une pierre, vous avez avoir l'idée de lui faire un marteau. Si vous lui faites un dessin de marteau et que vous lui montrez, ça va pas l'aider. Il va pas comprendre. Si vous commencez à lui mettre un espèce de manche en bois avec une pierre bien attachée et que vous lui donnez le marteau, il va commencer à taper, il va vous dire le manche est pas assez long, la pierre trop lourde, etc. Et vous allez vraiment avoir des retours utilisateurs. Donc il faut vraiment arriver avec une première version du produit pour pouvoir avoir des retours pertinents. Ça c'est ton play. C'est mon credo, ouais, exactement. C'est ce auquel je crois. Donc là, on a les étapes. Tu nous as dit, l'idée, elle est matérialisée comme ça. Vous avez l'équipe qui débarque. L'équipe débarque un peu je sais pas quel est le mot, mais en off, en coulisses chez Exa. Qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe, jusqu'à ce qu'elle sorte avec une boîte en fait qui existe, avec un vrai nom et pas un nom X, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Elle continue à faire ce que vous faisiez, c'est-à-dire voir beaucoup de monde, commencer à coder, etc. Ou est-ce que ça se fait plus tard? Comment... Voilà. Donc, tu veux dire quand les entrepreneurs... Une fois que vous avez recruté l'équipe, tu disais? Donc, on s'associe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a une idée. Ok, on a validé une idée. Là, on rencontre énormément d'entrepreneurs à qui on va pitcher l'idée. Ouais. S'il y a un entrepreneur qui accroche sur l'idée et que nous, on accroche sur l'entrepreneur, alors on décide de partir avec cette personne. Ouais. Et là, on met directement les mains dans le cambouis. Donc, si c'est un Tech Founders, on va commencer à coder le produit. Et là, pendant 12 mois, on a 3 choses à faire. Développer le produit, arriver à une première version un peu plus évoluée qu'un MVP du produit, avoir une première traction, c'est-à-dire mettre en place une brinde, un nom, une stratégie d'acquisition pour pouvoir mettre le produit dans les mains d'une dizaine, vingtaine d'équipes. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et troisièmement, et c'est peut-être le sujet le plus important, recruter une équipe entre 4 et, je dirais, 10 personnes, dépendant des boîtes, qui rendent la boîte, le projet qu'on est en train de créer, complètement indépendant du studio. De manière, parce que quand un VC veut investir, il n'a pas envie d'investir dans une boîte qui est sous perfusion du studio, il a envie d'investir dans une boîte qui est complètement autonome, complètement indépendante. Et donc pendant ces 12 mois, c'est ce qu'on fait au jour le jour. On est ultra, nous, la core team, impliqués, c'est-à-dire qu'on est hyper hands-on sur les sujets com, sur les sujets product, sur les sujets design. On met les mains dans le cambouis et on est là comme des cofondateurs. C'est pas des officers, c'est pas des conseils. C'est vraiment, moi, pendant les 10 premières années d'eFounders, je me suis occupé de tous les wireframes. J'ai fait toutes les réunions product, toutes les réunions, tous les product committee du vendredi, tous les GTM committee du mardi, tous les kick-off du lundi. On est vraiment des membres et des cofondateurs du projet, quoi. Alors, on est là pendant 12-18 mois, donc moins longtemps que les vrais cofondateurs du projet, mais on est là comme une équipe, c'est-à-dire qu'on est là, maintenant on est 15, on est 20. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça de l'entrepreneuriat collaboratif, de l'entrepreneuriat collectif. Et c'est assez marrant, depuis qu'on entreprend, depuis, je dirais, une centaine d'années, 150 ans que les entreprises existent, on a cet imaginaire il y a 1-2 personnes qui vont s'associer, galérer pendant 2-3 ans pour arriver à une première chose, puis commencer à faire grandir la boîte, recruter une équipe. Nous, on s'est dit, pour que dans la vie, quand on s'associe, quand on fait les choses en équipe, généralement, on peut être plus performant, on peut aller plus vite et plus loin. Pourquoi pas appliquer ça à l'entrepreneuriat? C'est vraiment, je dirais, avec du recul, la vision et la raison pour laquelle on a lancé ce modèle de studio et ce pourquoi il est, je pense, successful. Quand l'équipe arrive et est épaulée par la core team, tu disais que vous commenciez déjà à mettre des lignes de code, tac. C'est quoi est-ce qu'il y a un rythme itératif, un rythme de sortie, de shipping que vous conseillez, suggérez carrément. Nous, on a des rituels et ça fait partie. En gros, moi, ce que je pense qu'on apporte le plus, alors je t'ai parlé de la core team, je t'ai parlé de notre network, je t'ai parlé de notre savoir-faire, je t'ai parlé de pas mal de choses, mais pour moi, la clé et ce qu'on arrive à amener, c'est le rythme. Si vous restez 18 mois et que vous faites, donc on a un rythme hebdomadaire, si 75 fois consécutives, vous faites un product committee, vous arrivez avec des performances qui sont incroyables. Et c'est ce que ne font pas souvent, pas tout le temps ou rarement, des entrepreneurs qui lancent leur boîte. T'as du rythme en un moment, puis après t'as moins de rythme, etc. Nous, on s'impose un rythme hebdomadaire avec des rituels qui sont très clairs. Tous les lundis matins, on a un kick-off avec All Hands, avec toute l'équipe.
Le mardi après-midi, on a un point GTM, on fait un GTM committee, c'est-à-dire l'équivalent du product committee, mais sur la partie marketing. Et le vendredi, on a un product committee pendant 1 heure, dans lequel on regarde ce qui a été fait la semaine d'avant et ce qu'on prévoit pour la semaine d'après, en reprioritarisant. Et ça, dès le début du projet. Quand une équipe de start-up, de gens, je dirais, d'entrepreneurs classiques qui se lancent, avant de mettre ça en place, il va falloir 2-3 ans. Nous, on le fait dès le jour 0, et c'est pour ça que ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, on a ce rythme hebdomadaire, couplé à un rythme trimestriel. Il y a un démo, ce qu'on appelle un démo time, qui est inspiré du démo day de YC, qu'on fait tous les 3 mois, mais qui est un démo day interne, où toutes les équipes se fixent des objectifs, donc trimestriels, et ils vont rendre compte de ces objectifs devant toutes les autres équipes. Et ça permet de créer des objectifs trimestriels qui permettent de se projeter un petit peu de créer des rythmes d'itération un peu plus longs. Donc c'est vraiment, je dirais, le secret du studio, c'est d'arriver à avoir ce double rythme, un rythme hebdomadaire de cadence et un rythme d'objectifs moyen terme trimestriel. Et c'est ça. Et si, je dirais, pour moi, c'est ça qui a fait le fait qu'on est... On sort des produits plus rapidement que la moyenne grâce à ça, quoi. Je dis pas que des entrepreneurs tout seuls peuvent pas le faire, mais c'est vachement plus compliqué quand on est deux de s'imposer un rythme comme ça, quoi. Et ce playbook, il est répliqué sur toutes les verticales. Et exactement. Et ce playbook, il est répliqué sur toutes les verticales. C'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'associé fondateur de faire en sorte qu'il continue à être répliqué, qu'il y ait une lisibilité du modèle à la fois sur l'equity qu'on prend, sur la manière dont on interagit avec les fondateurs, sur les types de profils qu'on recrute, sur le type des idées qu'on lance, et aussi sur les process internes. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous êtes plus que sur ça. Vous avez aussi une plateforme, comme tu l'as dit en intro d'épisode. Et on va parler de ça aujourd'hui. Un peu ce move de serviciel à SaaS plus serviciel. De ce que je comprends, c'est complémentaire. Il y a eu un choix qui s'est fait à un moment. Ça s'est fait quand, ce choix d'ailleurs ? En quelle année, pour qu'on se projette un peu ? En fait, on a toujours eu cette vision. Day One, tu te disais, un jour, ce serait une boîte tech au moins à moitié en mode hybride, quoi. Oui. Pour vraiment faire la différence sur le marché, il fallait qu'on ait une dimension tech. Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Tu vois, ça faisait partie de la vision et de la stratégie. Mais oui, on est passé d'une boîte très transactionnelle, tu vois, ce que j'appelle assez transactionnelle, c'est-à-dire vraiment, j'ai besoin d'un ordi, j'en prends un. C'est toujours le cas. Les gens continuent à nous louer des ordis. Une boîte qui est un peu plus infra, c'est-à-dire qui fait partie aussi des process d'onboarding et d'offboarding des entreprises. Pourquoi faire ça finalement ? Tu aurais très bien pu développer une boîte complètement basée sur le leasing, qui semblait être apparemment sain comme modèle, puisque tu disais que vous l'avez autofinancé et que ça s'est bien passé. C'est quoi la volonté ? C'est absolument de mettre de la tech partout parce que vous veniez de Rocket Internet, où il y avait vraiment, tu vois, soit un problème à régler, soit juste une vision de boîte classique. Non, il y avait un problème à régler. En fait, on est arrivé sur un marché quand même, tu vois, le leasing, c'est un marché, c'est un gros marché ancien avec beaucoup d'acteurs. Donc déjà, il y avait une volonté déjà d'innover sur ce marché, tu vois, de profiter du numérique, tu vois, pour innover sur ce marché. Donc forcément, si tu veux faire la différence sur un marché, il faut que tu apportes quelque chose d'un peu différent. Donc déjà, on s'est dit que c'était via la tech qu'on allait innover. Et tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, on a des métriques qui sont un peu différentes d'un leaser classique. Tu vois, un leaser classique, il va avoir des métriques en termes de marge qui sont plutôt des marges de financement, tu vois, de taux de financement, quoi. Il va chercher beaucoup de volume et faire des marges assez faibles. Alors que nous, comme on a un SaaS inclus, on a des marges qui sont entre les deux, quoi. Entre des marges de financeurs et des marges de pur SaaS qui sont énormes. Donc il y avait une volonté à la fois d'innover et puis une volonté de résoudre un problème, quoi, qui est que en fait c'est un marché où il n'y a pas d'acteurs qui arrivent à résoudre, enfin tu vois, il n'y a pas de one-stop shop qui arrive à gérer à la fois la partie hardware et la partie software de l'IT. Donc tu as des très bons acteurs sur la partie hardware, le service hardware, quoi. Les marques qui proposent des garanties, tu vois, livraison, logistique, des prestataires de financement, de location, des gros acteurs implantés type Econocom en Europe. Et puis, tu as des entreprises très fortes sur la partie software, notamment ce qu'on appelle les MDM, Mobile Device Management, qui te permettent de sécuriser et gérer ton parc informatique à distance. Donc, par exemple, un MDM assez connu sur Mac qui s'appelle Jamf. Okay. Mais tu vois, il n'y a pas d'acteur qui gère les deux. Donc, en fait,
les services IT ou les gens qui gèrent l'IT dans les entreprises, et notamment les PME, qui sont souvent mal adressés. Et ben en fait, ils ont à la fois une plateforme pour gérer la partie software et puis un prestataire hardware, quoi. Et parfois, d'ailleurs, même, ils ont un prestataire financement, tu vois, une banque, BNP, ils disent on va refinancer nos contrats d'ordinateurs, de leasing par BNP, mais BNP n'assure pas la livraison et la logistique. Donc, en fait, tu dois passer par un prestataire qui est agréé BNP. Donc, tu vois, as une plateforme BNP, un prestataire sur la logistique et puis éventuellement un prestataire sur la partie soft, sécurisation de ton parc. Et je pense qu'aujourd'hui, Fleet, on est l'un des rares acteurs, si ce n'est peut-être le seul, qui vraiment intègre toute cette chaîne de valeur et est assez spécialisé, assez expert sur toute cette chaîne de valeur. On voit beaucoup de boîtes vouloir faire du tout en un. Ça paraît toujours plus sexy parce qu'on se dit on va maîtriser notre client de bout en bout. Est-ce que c'est toujours une bonne idée, selon toi, tu vois, de faire ça comme ça? Alors, je ne te pose pas forcément une question pour tous les types de produits parce qu'il n'y a jamais de réponse universelle. Mais c'était assez pour vous d'être convaincu que c'était la bonne réponse de faire du tout en un à l'époque? Le fait de voir... Ouais, c'était la vision. Donc, c'est sûr que, en fait, tu vois, tu avances par briques. Et donc, tu vois, on a commencé avec un produit, tu vois, le MacBook, une offre très simplifiée pour justement être focus et apprendre notre métier. Et tu vois, en fait, tu as des ressources limitées quand tu commences en start-up. Donc, tu sais ce que c'est, quoi. Il faut être très focus pour bien nailer, tu vois, bien maîtriser ce que tu fais. Mais en fait, au fur et à mesure, on a ajouté des briques en faisant toujours tu vois, attention à maîtriser ce qu'on fait. Et je pense que oui, je pense qu'à terme, c'est bien d'avoir des visions. Enfin, ça dépend quelle est ton ambition, quoi. Mais si tu veux être... nous, on a des assez grosses ambitions. On veut vraiment être un leader européen de la gestion IT pour les PME. Si tu as cette ambition-là, je pense que oui, il faut te donner les moyens. Et du coup, cette notion quand même de all-in-one, elle est assez puissante. Et d'ailleurs, tu vois, tu as même des acteurs qui essayent même de faire à la fois RH, HR et IT. Tu vois, donc quand je te dis all-in-one, là, on est all-in-one sur l'IT, mais tu vois, tu peux même éventuellement dire, OK, tu vois, il y a des liens très forts entre les RH et l'IT, puisque tu vois, tu recrutes un employé, tu lui donnes un ordi, tu l'onboard sur sa stack d'outils, tu l'offboard, tu vois, et tu dois lui couper ses accès. Donc, tu vois, tu peux pousser le all-in-one encore plus loin. Donc, vraiment, après, c'est une question d'ambition, mais oui, je pense que c'est une vision assez forte. Ouais. Avant qu'on rentre sur comment vous avez fait cette transition de manière concrète, tu parles tout à l'heure tu viens de dire à l'instant, la vision, c'est de devenir un peu le leader européen sur les petites et moyennes entreprises. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas des grosses boîtes? Alors, bon, déjà, quand je dis petite, moyenne entreprise, tu vois, aujourd'hui, on arrive quand même aussi à toucher des boîtes qui sont... alors, tu vois, les PME, la définition, c'est moins de 250 salariés. Bon, je pense que nous, on va jusqu'à 500, voire, dans certains cas, tu vois, ça dépend des use cases, mais on peut monter jusqu'à 700, 800 sur certaines entreprises. Alors, je pense qu'après, c'est assez difficile quand même de jouer sur tous les tableaux en termes de buyer persona. Tu vois, ça, pour le coup, donc de profil type de client que tu adresses. Et les besoins dans les entreprises plus grosses, tu vois, ils sont très, très différents des besoins pour les PME. Donc les entreprises plus grosses, elles ont besoin de moins de standardisation, un service beaucoup plus sur mesure. Elles ont des exigences en termes de sécurité, en termes de maîtrise de ce qu'elles utilisent qui sont beaucoup plus forts. Elles ont tu vois, des gros services IT en interne. Et nous, on a un produit relativement standardisé, tu vois, parce qu'on ne peut pas scaler, on ne pourrait pas scaler si on n'était pas standardisé. Donc, on ne peut pas courir jouer sur les deux tableaux, sinon je pense que là, pour le coup, on ferait tout mal. Donc, je pense que le marché, tu vois, est déjà énorme. Tu vois, le marché de l'IT aux entreprises, si tu comptes l'équipement, mais aussi tous les services associés. Tu vois, en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui t'équipent, mais tu as aussi ce qu'on appelle les infogérants, tu vois, qui te gèrent ton support, tu vois. Puis tu as les outils que tu utilises aussi pour déployer les applications. Donc, tu vois, c'est un très, très gros marché. Plusieurs milliards d'euros en France et plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe. Donc, je pense qu'il y a déjà de quoi faire sur ce marché. Et on préfère quand même être excellent vis-à-vis d'une persona spécifique, d'une cible spécifique, et répondre vraiment à ses besoins, plutôt qu'essayer de courir un peu partout, quoi. Très clair. C'était pas une question VC, mais ça m'intéressait, ma petite personne, de savoir pourquoi vous n'étiez pas, au bout de quelques années, monté sur ce type de boîte, et je comprends complètement maintenant le sujet. Quand vous décidez du coup là d'attaquer ça, de vous dire bon, là il faut qu'on développe un SaaS et que le SaaS devienne aussi
une partie de notre offre qu'on propose à notre cible. J'imagine que tu disais tout à l'heure avec Alexandre, vous êtes plutôt issu du business, donc j'imagine que vous regardez quand même ce qui se passe d'un point de vue revenu et métrique. Quand vous lancez ce challenge du coup de transformer votre offre, qu'est-ce que vous regardez comme métrique principale à ce moment-là, au moment où vous commencez à monter le SaaS, en vous disant si on a réussi, tu vois, la mise en place de ce SaaS, si telle métrique évolue de telle manière? Ouais, alors, le SaaS, il a commencé à être une version très simple. On voulait résoudre la partie... donc, bon, déjà, le SaaS, il facilite le produit, enfin le service, hein, tu vois, donc commander, mettre un ticket en cas de problème, renouveler, tu vois, donc ça c'est des fonctionnalités assez simples, tu vois, mais qui doivent quand même être sur une plateforme, tu vois, comment je commande un nouvel ordi, comment je suis la livraison, le financement, comment je mets un ticket quand j'ai un problème, bon, donc ça évidemment il y avait ça à développer. Et ensuite sur la partie, en dehors de cette partie-là très transactionnelle, on a commencé avec un inventaire, en fait, tu vois, un outil d'inventaire. Donc, assigner l'ordinateur à l'utilisateur, voilà, mettre tu vois, un système de tagging par équipe, par localisation. Ça, c'était le premier use case du Premier SaaS. use case, très simple, Okay. tu vois. Vous avez dit, c'est ça. Ça paraît basique, mais en fait, quand on a fait notre Customer Discovery, avant même de lancer Fleet, on s'est rendu compte qu'en fait, les 3/4 des boîtes, elles ne savaient pas qui avait quoi dans l'entreprise, tu vois. Donc, et même quand on savait quel ordinateur, on n'avait pas les numéros de série, tu vois. C'est pas un besoin que votre cible vous remontait, c'est vous qui l'avez deviné, ça? Ouais, on l'a deviné. Bah, tu sais, oui, parfois c'est un peu inconscient, tu vois, quand tu fais des discoveries, c'est-à-dire c'est en posant les questions que les gens se rendent compte, tu vois, en répondant aux questions que oui, c'est vrai que ça c'est un vrai problème. Tu vois, mais même moi, ma femme, elle travaille dans une boîte de 200 personnes avec un service IT en interne, tu vois, une grosse PME dans la pub. Et on était en vacances à Tenerife et on s'est fait voler nos ordinateurs. Et en fait, son service IT ne savait pas quel ordinateur elle avait, quel numéro de série, donc ils n'ont pas pu faire marcher l'assurance. Donc tu vois, même des entreprises installées avec des services IT peuvent être assez mal gérées en termes de partie juste inventorielle, tu vois, c'est assez simple, quoi. Et sinon, il y avait pas mal de boîtes qui géraient ça sur des fichiers Excel, mais du coup, c'était pas à jour. Donc c'était le premier use case auquel on a répondu. Et donc ce qu'on a regardé, enfin notre North Star à l'époque, c'était taux d'assignation, c'est-à-dire quel pourcentage d'ordi dans les cockpits, donc le SaaS qu'on a monté s'appelle le cockpit, dans les cockpits des clients sont assignés à un utilisateur. C'est marrant parce que par intuition, je me suis dit, en t'écoutant, c'est évident que la première chose à développer dans le SaaS, c'est une espèce de support client où quand il y a un problème avec le MacBook, tu parlais tout à l'heure de l'exemple d'Alexandre qui ferme son Mac sur ses écouteurs. Qu'est-ce qui, semble-t-il, vous a marqué, même si c'est du storytelling, peut-être, j'en sais rien, mais c'est, semble-t-il, un des déclencheurs, quelque part. Tu te dis, bon, en fait, nos clients, ils veulent un support en direct. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les LLM comme ils marchent aujourd'hui. Mais tu vois, où ils puissent avoir une réactivité très, très forte en cas de casse. Mais tu me dis, non, c'est les inventaires que vous avez sortis en premier. Non, si tu veux, c'est la... Moi, tu vois, l'ordering, donc l'onboarding, la commande, le support et le renouvellement, comme je te disais, c'est des fonctionnalités qu'on a développées évidemment, mais qui font un peu partie, tu vois, de la partie, c'est très corrélé au service de base, quoi. Okay. Tu vois, si j'avais que ça, est-ce que je pourrais appeler ça un SaaS, tu vois? Pour moi, c'est entre guillemets, j'exagère, mais une sorte d'espace client amélioré. Tu vois. Donc, la première fonctionnalité qui est vraiment très décorrélée de cette partie très transactionnelle, c'est cette partie assignation. Tu vois, qui est vraiment pour le coup là inventaire, tu vois, qui est pour le coup très décorrélé de l'offre entre guillemets très cœur, quoi. Mais évidemment, on avait dès le début, on avait un support. Alors au début, le support c'était des mails, puis après évidemment très vite ça a été un système de ticketing. Ouais. Mais est-ce que tu veux dire quand tu parles de la partie inventaire ou assignation, c'était une fonctionnalité ou c'était vraiment le début le produit tel que vous l'avez promu chez vos clients existants par exemple, ou tel qu'il est arrivé dans les nouvelles propositions commerciales? Quand vous enviez, c'était l'assignation. Vous n'avez pas distribué autre chose comme proposition de valeur? Ouais, on a distribué c'était une première version du cockpit, du SaaS, avec un système d'inventaire, tu vois. Un SaaS avec possibilité évidemment de commander, de renouveler, de mettre ses tickets et aussi d'avoir une vision, tu vois, sur son parc IT en temps réel, qui a quoi dans l'entreprise. Ouais. Ça m'intéresse que tu me dises un petit peu
à l'époque, si tu t'en souviens, parce que ça fait quelques temps. C'était quand exactement ça, tu te rappelles? C'était courant 2020. En fait, on a recruté, donc on a commencé, moi et Alex, on a commencé à faire des ventes très vite, quoi. Ouais. Et en fait, avec l'argent qu'on a gagné, on a recruté notre premier duo tech fin 2019, tout début 2020, quoi. Je pense janvier 2020, ils sont arrivés tous les deux. Deux développeurs ou un CTO, quelqu'un qui manageait? Non, justement, un binôme produit tech. Tu vois. Ok. Un ou une PM et un développeur. Ouais, exactement. Mais en fait, un VP product et un VP engineering. Parce qu'en fait, on leur a dit ensuite, vous allez build une équipe sous vous, quoi. Mais on a toujours attaché pas mal d'importance à avoir une forte, tu vois, on va dire une forte dimension product dans l'équipe. Tu vois, on a toujours eu beaucoup de product par rapport au dev et tu vois, on a toujours eu un binôme product and tech et maintenant, en fait, on n'a plus qu'un leader dans l'équipe qui vient du produit, tu vois. Ok, intéressant. Ensuite, il y a des lead dev en dessous de lui et évidemment des product managers. Donc, on les a recrutés début 2020 et puis c'est marrant parce que on s'est dit, bon, ok, là, on investit, on recrute quand même 2 profils assez expérimentés, nos 2 premiers CDI. Et 2 mois plus tard, Covid. Ouais. Donc tout s'arrête. Évidemment, à ce moment-là, tu vois, le monde freeze, quoi, se paralyse. Et donc, plus aucune commande d'ordinateur. Évidemment, plus personne, tu vois, recrute ou fait quoi que ce soit pendant, je pense, 2 mois. Plus personne ne se lève de son lit. Exactement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, on vient de recruter quand même 2 CDI et on n'a plus de business, quoi. Ouais. Après, c'est reparti. En fait, c'est reparti encore plus fort. Parce qu'en fait, ça a été porteur pour vous, le Covid? Ouais, ça a été porteur. Ouais. Ça a été porteur parce que du coup, il y a eu énormément de commandes d'ordinateurs, par exemple, portables. Tu vois, des boîtes qui avaient des ordinateurs fixes, qui se sont dit, on va passer au portable. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, de toute façon, un plus fort usage, de manière générale, de l'ordi parce qu'il y a eu une digitalisation du secteur, quoi. Ouais. Et puis tu sais, la tech, il y a eu quand même une vague ensuite de croissance dans la tech post-Covid. Donc on a pas mal surfé sur ça. Et alors en plus, tu vois, nous on est totalement digitalisé, donc même dans le marché, si tu veux, du leasing, c'était encore très old school à l'époque. C'était signature papier, parfois rendez-vous physique client. Enfin, tu vois, je sais pas si. T'as eu des rendez-vous physiques clients? Non, nous jamais, justement. Okay. Nous, depuis le début, tu vois, on était totalement digitalisés, mais tu vois, je me souviens que nos partenaires de leasing, tu vois, parce qu'on externalise les contrats de financement à des banques ou à des partenaires de leasing, nous classaient toujours numéro 1 en termes de nombre de e-signatures, tu vois. Parce qu'en fait, on n'utilisait que de la e-signature, évidemment, tu vois, que du DocuSign pour faire signer nos clients. Donc même ça, tu vois, je pense que ça nous a permis aussi de faire la différence à l'époque où il y avait quand même du confinement et que c'était plus possible de faire signer ses clients physiquement, quoi. Hyper intéressant. C'est marrant ce que tu me dis, et je voulais te faire rentrer là-dedans justement, d'adresser un peu les quelques volets que je pose toujours sur ce podcast, qui sont, tu vois, produits, orga, process, équipe et distribution, ce qui va se passer sur ces volets-là en lançant le SaaS. Et donc tu me parles, toi, dans un premier temps, on a parlé un peu du produit, de ce que vous avez fait dans le produit, et là tu me parles de l'équipe et tu me dis, on recrute un VP Product, peu importe, quelqu'un au produit, et un développeur. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément une pratique qu'on voit beaucoup, de se dire aussitôt de faire venir quelqu'un au produit avec finalement aussi peu de gens à la tech. Il s'est porté comment ce choix à l'époque? Pourquoi par exemple pas 2 développeurs à la place de quelqu'un au produit, voire 3, parce que quelqu'un au produit qui a un peu la casquette VP, si c'est comme ça que vous l'avez vendu à l'époque, ça coûte cher. Oui, en fait on a fait ce choix, on a pas mal étudié le sujet et en fait je pense que en particulier à l'époque, je pense, moins maintenant, mais tu vois, le produit était sous-valorisé, je pense, tu vois. Et alors qu'en fait, je pense que tu vois, le design, l'expérience utilisateur est super importante, tu vois. En plus, nous, on n'est pas à l'époque, tu vois, cette première version du SaaS, c'était pas très complexe, quoi, tu vois. Mais par contre, ce qu'on voulait, c'était avoir une UX parfaite, un design, tu vois, top, pour dégager quelque chose d'assez quali, quoi. Et vous n'auriez pas pu le faire en prenant, par exemple, je sais pas, un designer freelance avec effectivement des devs en interne, puisque là, il faut avoir des gens qui rendent le produit stable et qui font évoluer? Non, je pense que du coup, je pense que du coup, c'était bien d'avoir un leadership produit dans la boîte. Okay. Je pense que c'était assez important. On voulait développer une stratégie aussi, tu vois. Donc nous, c'est vrai qu'on est 2 cofondateurs très business, et donc on avait besoin aussi de quelqu'un qui nous aide à avoir à développer notre vision du produit. Donc on avait besoin
quelqu'un qui nous aide sur cette strate, tu vois, un peu produit. Donc, on avait besoin d'un lien entre le business et la tech. Et je pense que ça a été un super choix. Justement, tu l'as interviewé dans un podcast précédent il y a quelques Guillaume, années. je le mettrai en lien d'ailleurs des ressources de l'épisode. Et ça nous a énormément apporté. Il était expérimenté, Guillaume. Hein. C'était pas sa première expérience. C'est important, j'imagine. Ouais, très très bon. Il a été, c'était quasiment en fait un late founder. Tu vois. On a fait énormément de sessions strat avec lui. Il a très fortement participé à la vision du produit. Et alors, vous qui étiez tous les deux co-founders business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez complètement lâché cette partie, vous avez rendu Guillaume et le développeur de l'époque autonome, ou est-ce que vous étiez aussi, par exemple, je sais pas, à faire des specs avec Guillaume, à vous mettre un peu dans le produit? Comment Non, vous pas du tout. Pas du tout. Donc, on était plus sur strat, tu vois, vision. Et donc, au début, on a pas mal fait de sessions avec Guillaume. Mais c'est vrai qu'assez, tu vois, au bout de 6 mois, je pense que c'était un duo qui fonctionnait très bien. En plus, tu as 2 profils très complémentaires. Et en fait, très vite, c'est devenu une équipe, tu vois, un duo très autonome. En fait, du coup, il y avait un peu un duo business, moi et Alex, et un duo tech, Benjamin et Guillaume, qui fonctionnait très très bien. Et je pense que ça a été aussi une très grande force. On leur a laissé beaucoup d'autonomie. Et je pense que c'est pas plus mal aussi, quoi. Enfin, je pense que parfois, quand en tech, quand t'as les funders sur le dos, c'est pas toujours, tu vois. On voit les deux. Voilà, ça peut marcher, mais ça dépend, tu vois. Enfin, nous, on avait vraiment très très peu d'expérience produit et même si on aime ça, tu vois, on est quand même très très business. Donc c'était super d'avoir ce duo assez autonome. Combien de temps vous mettez pour construire le SaaS et finalement le commercialiser pour la première fois? Je pense qu'ils l'ont fait pendant le confinement. Tu vois, ils ont commencé à bosser dessus en janvier, février. Ouais, ça a mis 3-4 mois, quoi, je pense. 3-4 mois, ouais. Ouais. Et comment vous avez packagé? Alors, ce qui m'intéresse, c'est le packaging et le pricing de ce SaaS. À l'époque, il n'y a qu'un plan, il y a plusieurs plans. Et comment vous l'intégrez à vos propositions commerciales auprès de vos clients? En fait, du coup, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir un all-in-one subscription, tu vois. Donc, il n'y a pas de différents... Enfin, en fait, on inclut, si tu veux, le SaaS, la plateforme. Non, plus que ça, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Ouais, pas prendre juste le leasing sans le SaaS, c'était pas possible. Non. Ok. Enfin, tu vois, c'est un service un peu... l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple, tu vois, tout inclus. Après, dans le SaaS, du coup, tu as des add-ons, quoi. Enfin, maintenant, on a développé pas mal de choses. Bien sûr. Donc, on a... là, c'était la première version, donc qui, je pense, n'était pas capable de se vendre toute seule. Tu vois, c'est pas... Je pense qu'un système d'inventaire, c'est cool, tu vois, mais tu vas pas facturer... entre guillemets, un Excel amélioré, quoi, tu vois. Maintenant, on a ajouté des fonctionnalités, donc MDM, comme je te disais, donc Mobile Device Management, donc qui te permettent de sécuriser ton parc à distance, donc tu vois, de crypter les disques durs, tu vois, de désactiver un ordi à distance s'il se fait voler, tu vois, d'être compliant ISO 27001, donc ça c'est beaucoup plus, ça c'est de la tech beaucoup plus développée, donc ça c'est devenu un add-on, tu vois, t'es pas obligé de, tu vois, tu payes le leasing, mais le MDM c'est une facturation séparée. Et puis on a d'autres choses, on a antivirus, password manager, donc on a plein de produits supplémentaires, mais que ça fonctionne. Donc là, c'est pas des plans, tu vois. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt entre guillemets marketplace, c'est-à-dire que tu vas payer, tu choisis les produits que tu payes en plus, et c'est un abonnement séparé, quoi. Et pour revenir au début, du coup, donc tu dis on l'intègre directement au pricing. Finalement, le leasing, c'était quelque chose c'était du paiement mensuel, récurrent ou annuel, j'imagine, à l'époque, avant de lancer le SaaS. Ouais, mensuel. Ouais. Et donc, quand tu intègres le SaaS, tu dis à tes clients, ça va coûter plus cher maintenant, ou tu gardes le même prix? Non, je garde le même prix. Après, le prix, tu vois, a évolué naturellement, je pense. Enfin, il n'y a pas eu de changement de prix. En fait, je pense qu'au début, on a vendu une vision, quoi. Donc, tu vois, nous, on a toujours été, entre guillemets, plus cher qu'un leasing pur et dur, tu vois, c'est-à-dire un leasing sans service, mais qui n'est pas du tout ce qu'attendent, en fait, la plupart des entreprises, quoi, en particulier les PME. Mais tu vois, on a toujours été positionné plus cher, on a toujours fait des marges, entre guillemets, plus importantes, mais après, derrière, on investit beaucoup plus à côté, quoi. Et donc en fait je pense qu'au début je vendais une vision, en plus c'est moi qui vendais directement, donc si tu veux tu vends vachement une vision quand t'es fondateur, et puis en fait cette vision s'est créée au fur et à mesure, mais donc du coup tu vois un client
qui commandait au tout début et qui commandait pour 3 ans un ordinateur. En fait, il achetait une vision, mais en fait, ensuite, quand on a sorti le SaaS et on continue à développer plein de fonctionnalités, lui, il continue à payer le même prix. Tu vois. Donc, on n'a pas vendu quelque chose qu'on n'a pas délivré derrière, quoi. Donc, tu disais, je vendais une vision, de toute façon, le prix était le même, donc ils étaient, dans tous les cas, ce qu'ils venaient chercher, c'était du leasing, j'imagine. Toi, tu imagines dans ton discours commercial, ça a évolué un peu parce que tu vendais le leasing plus le SaaS. Mais il y a un moment où tu as décidé de monter les prix, comme beaucoup de SaaS font, c'est-à-dire qu'ils montent tous les 6 mois ou pas? Non, on n'a pas trop monté les prix. En fait, c'est un petit peu... en fait, comme nous, on est rentable depuis le premier jour, on n'a pas trop été touché par... on n'a jamais vraiment fait de up and down ou de gros virages, tu vois. On a toujours été assez stable dans notre politique parce que on n'a pas été touché par un changement de paradigme, tu vois. Maintenant, on demande à tout le monde d'être rentable, donc tu vois, évidemment, il y a des gens qui ont augmenté leur prix. Nous, comme on est rentable depuis le début, on n'a pas trop eu besoin de changer. Mais je pense que, évidemment, il y a plein de gens qui sont venus juste pour le leasing, mais je pense que la plupart des gens sont quand même venus pour l'idée de simplifier, tu vois, la gestion de leur IT avec du leasing, en se disant c'est vachement bien de faire du leasing versus d'acheter, mais aussi, tu vois, c'est simple, tu vois, de souscrire chez Fleet, c'est simple, c'est rapide. Donc même quand on n'avait pas de SaaS, tu vois, je veux dire, tu faisais une demande, donc au tout début c'était un formulaire, je te rappelais dans les 5 minutes, je te faisais une offre avec un prix fixe. Tu vois, donc le leasing, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, chez les acteurs traditionnels, tu fais une demande et ils te font une cotation en fonction de ton credit scoring. Donc, tu sais pas vraiment quel prix tu vas payer. C'est pas très transparent. Il y a plein de... Quelle galère. Ouais, c'est une galère. C'est une galère. Rien quand on parle, ça me fait peur. Ouais, tu vois, et puis oui, il y a plein de frais cachés. Tu vois, c'est un peu comme les banques, en fait. Hein, tu vois, tu as plein de frais cachés, t'es renouvelé tacitement. Si tu veux arrêter ton contrat, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date butoir. Si tu l'envoies pas dans les 3 mois avant, si tu l'envoies à moins de 3 mois, t'es renouvelé pour 1 an, tu peux pas sortir du contrat. Voilà. On s'est dit, ne serait-ce que, tu vois, changer une offre, rien que sur la partie servicielle, sans même tech, tu vois, ça va déjà créer de la valeur. Et donc, les gens achetaient de la simplicité. Tu vois, ok, MacBook Air 39,90 par mois, prix garanti, livraison en 2 jours, hyper simple. Je vais pouvoir louer un ordi de manière simple, tu vois, et transparente. Et puis en plus, les startups avaient du mal à se faire financer à l'époque, et nous on finançait les startups. Mais donc du coup, si tu veux, il y avait déjà une sensibilité à ce discours. Donc en fait, moi, je vendais une vision plus globale. Je leur disais en fait, aujourd'hui, c'est ça l'offre. Mais en fait, on va développer une plateforme qui va te permettre de tout gérer de manière digitale et en fait de simplifier la gestion de tout le cycle de vie de l'ordinateur, pas seulement l'acquisition. Donc voilà, enfin, c'était assez proche en fait. Et les clients que vous aviez déjà, je sais pas quel volume de clients tu avais quand tu lances le SaaS, tu te souviens ou pas? Juste sur le leasing du coup. Hein. Ouais, je pense qu'on avait peut-être une centaine d'entreprises clientes, mais assez petites, tu vois. Comment tu les as onboardés sur le SaaS? C'était juste un mail, c'est les appeler un par un, Bah ouais, on avait en fait, avant le SaaS, on avait un master file, donc un Google Doc avec toutes les infos, tu vois. Donc toutes les commandes, toutes les infos des clients. Donc en fait, on avait et toutes les infos sur les ordinateurs. Tu vois, et les adresses de livraison, et la plupart des clients, enfin, il y avait pas mal de clients qui livraient chez leurs employés, donc on avait déjà une grosse partie aussi des utilisateurs des ordinateurs, en fait, tu vois. Donc en fait, on a roll out le SaaS avec déjà un système, enfin, un inventaire déjà pas mal pré-rempli pour les entreprises, puisqu'il y avait l'ordinateur, les specs, tu vois, processeur i5, i7, RAM, stockage, voilà, date de location, date de fin de location, numéro de série. Et ce qui me manquait, c'était une partie des utilisateurs, parce que on n'avait pas l'info sur l'utilisateur, mais on avait déjà pré-rempli pas mal d'infos, parce qu'on disait, en fait, on a livré chez, tu vois, Margot Chemin, à telle adresse, donc on imagine que c'est bien Margot Chemin, tu vois, qui utilise l'ordi. Voilà. Et donc, en fait, après, il y a eu un peu de compte management, donc après, on a envoyé des mails et appelé les clients pour compléter ce fichier, quoi. Trop bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc maintenant que le SaaS a beaucoup évolué, vous avez des gens qui viennent pour l'offre SaaS et pas pour le leasing? Tu vois ce que je veux dire? Alors, on a quelques clients qui viennent pour l'offre SaaS et notamment pour le MDM, tu vois, qui est vraiment l'outil tech, tu vois, qui, je pense, justifie que tu puisses payer standalone un service, quoi.
Donc ouais, on a des gens, mais la plupart des gens qui rentrent par le SaaS, ensuite, en fait, tu vois, ils viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aussi, tu vois, prendre du leasing chez nous. Tu le vends pas comme un truc séparé, toi. Tu vends la vision totale qui est de simplifier le leasing globalement avec de l'outillage. Ouais, la proposition de valeur, elle est quand même vachement all-in-one. Parce que, en fait, si tu rentres juste sur la partie SaaS, tu vois, déjà, c'est quand même à toi de gérer un peu ton inventaire, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même à toi de rentrer les infos parce que nous, on n'a pas l'info, tu vois, des ordis que tu as. Donc, tu peux les uploader. On a un système d'upload assez simplifié. Mais après, si tu achètes un ordi ailleurs, tu vas devoir connecter un peu les tuyaux. Et puis, si tu as un problème sur un ordi, nous, on ne peut pas assurer une garantie, un support sur un ordi qu'on n'a pas loué. Tu vois, donc, de toute façon, nous, notre acquisition, elle a toujours été, OK, tu as déjà 30 ordis dans ta flotte parce que vous êtes 30 dans la boîte, vous allez scaler jusqu'à 100. On va pas te dire, tu rentres chez nous pour tes prochains besoins. Donc, tu as déjà une partie des ordis qui sont non-fleet. On va les uploader ensemble sur la plateforme et au fur et à mesure, tu vois, tu vas tout switcher chez Fleet, mais on va pas te demander de renouveler des ordis que tu as achetés il y a 6 mois juste pour qu'ils soient en location chez Fleet, tu vois. Oui, je pense que Fleet a du sens vraiment quand tu décides de passer par Fleet pour l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi. Après, je te dis, il y a des gens qui rentrent par le MDM, par le SaaS, par le produit et qui après convertissent sur le leasing. Ouais.